Très chaleureuse salutation citoyenne à tous. C'est un simple citoyen français qui vous parle, dans un pays extraordinaire, pourtant devenu hélas bien trop ordinaire. Et je ne veux plus taire en moi les réflexions qui me traversent, car en tant que gaulliste, patriote, viscéralement attaché à la démocratie, je ne peux pas garder pour moi la souffrance du spectacle de notre naufrage national. Je voudrais donc commencer une série de réflexions et la première portera sur l'extrémisme, puisqu'il faut croire que notre fonction de citoyen électeur soit devenue une sorte de sport de combat contre l'extrémisme. À chaque élection désormais, il est question de faire barrage au point de transformer une grosse partie de l'électorat en castor sauveteur d'une démocratie en danger. Qui peut donc ignorer que cette notion extrémisme, domine la conversation publique, l'écrase même, au filtre bien entendu de sa mise en scène médiatique qui oriente nos choix politiques, les médias orientant nos choix par les mots en fait qu'ils emploient. Et c'est en cela d'ailleurs que les médias constituent un pouvoir autant qu'un contre-pouvoir, car leurs mots forgent les termes de nos débats publics et de nos représentations collectives. Alors soyons simples pour commencer. Extrême, extrémiste, d'accord. Extrême, pourquoi pas. Mais extrême finalement en quoi et par rapport à quoi? Une première approche, sans doute la plus simple, consiste à définir l'extrémisme en rapport avec le respect du régime politique et des institutions. La France aujourd'hui est une république démocratique, ça n'aura échappé à personne, et serait donc extrémiste des groupes ou des partis qui tendraient à renverser la République ou à compromettre le bon fonctionnement de la démocratie. On peut se référer ici aux sombres années 1920 et 1930 où fascisme et stalinisme furent deux poisons équivalents pour la démocratie moderne. C'est en souvenir de cette période tragique que se déploie l'antifascisme contemporain. Mais avec une différence notable toutefois, c'est que notre antifascisme d'aujourd'hui est un antifascisme sans fasciste. Peu ou prou, bien sûr, car des oseaux fascistes isolés, il ne doit pas être bien difficile d'en trouver. Mais grosso modo, on nous fait avaler le mot sans avoir la chose. Car soyons bien clairs, n'est pas fasciste qui veut. Parti unique, culte du chef, vision totalitaire de l'État, militarisation à outrance de la société, triomphe d'une idéologie officielle, l'exclusion de tout autre, traque et élimination physique des opposants, endoctrinement de masse et ce dès le plus jeune âge, politique étrangère, impérialiste. Bon, c'est bien flippant, c'est le fascisme. Voilà, les ingrédients fondamentaux de toute cuisine fasciste. Cuisine profondément indigeste. Bon, évidemment, quand on est démocrate, quoi. Mais bon, justement, on est démocrate, là. Voilà, enfin, sérieusement. Donc, le fascisme, c'est pas la démocratie. Et c'est normal qu'un démocrate déteste le fascisme. Voilà. Bon, alors, par contre, en fait, on serait bien en peine de trouver ces ingrédients dans les partis dits d'extrême droite. Je vais d'ailleurs vous en donner la meilleure preuve. Soyez sûr que vous et moi, en fait, si nous étions confrontés à une vraie résurgence du fascisme, parce que nous sommes des gens sérieux et démocrates, et ben on questionnerait en fait la légalité de ces groupes ou de ces partis. Or, vous aurez remarqué que si à chaque élection, c'est un théâtre de mobilisation contre l'extrême droite, nuls ne sont jamais à en interdire les partis. Donc, il est où le bug en fait? Soit on est trop complaisant avec la menace et on fait semblant de lutter, soit nous sommes conduits à faire semblant de lutter contre une menace fantôme. Du point de vue donc de ce que fut le fascisme, le discours antifasciste, il est soit grotesque, soit cynique, et peut-être même en fait les deux. Mais alors, et qu'est-ce que tu fais de Saint-Just? Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, nous enseignait-il. Mais peut-être qu'en fait, les ennemis, c'est tout le monde sauf toi. C'est tout, voilà, ouais. Alors là où le problème se corse, c'est que nous avons des partis de gauche qui luttent contre ce fascisme d'opérette, appelons-le ainsi, tout en se montrant bien peu scrupuleux de nos institutions.
Alors, en quoi, me direz-vous? Après tout, je les accuse. Ah, en ce qu'ils pratiquent la politique du un pied dedans, un pied dehors. Autrement dit, un pied dans les institutions, un pied dans l'insurrection. Si vous vous demandiez ce qu'était le mélanchonisme, eh bien voilà, je vous donne en tout cas ma définition. Le matin pour les institutions et l'après-midi pour l'insurrection. Équation qui ne manque pas de déboucher sur une bordélisation parfaitement assumée de notre démocratie, à grands coups de slogans anti-républicains comme « tout le monde déteste la police », d'assertions fallacieuses comme l'existence d'un supposé racisme d'État, et, cerise sur le gâteau, défense de l'émeute comme un moyen légitime d'expression populaire en démocratie. Oh putain, tu vas beaucoup trop loin là. Non, attends, c'est pas fini. En fait, on assiste à cette scène ahurissante de Français appelés à faire barrage au fascisme en votant pour des gens qui ont plus de rapport avec le stalinisme du triste XXe siècle que les soi-disant fascistes d'aujourd'hui n'en ont avec le fascisme historique. Eh oui, notre vie politique est bourrée de bugs et d'erreurs 404, et celle-là, elle est vraiment déplorable. Alors, on a vu l'extrémisme sous l'angle du respect des institutions, mais il peut aussi se mesurer à l'aune des idées proférées, et pas seulement au rapport au jeu institutionnel. On peut en effet respecter parfaitement les institutions et le jeu démocratique, tout en portant un discours estimé peu recommandable. C'est en rapport avec cette approche, le discours peu recommandable, qu'il nous est servi matin, midi, soir, souper, le respect des valeurs républicaines, ou celui de la lutte contre des idées dites nauséabondes. Alors le problème avec cette approche, c'est qu'elle transforme une démarche comme ça de prime abord, de vigilance démocratique, on va dire, puisque c'est de ça dont il s'agit, organiser une méfiance collective contre des idées jugées dangereuses pour la démocratie. Donc, transformation de cette démarche en une véritable police de la pensée, osons la formule. On aura envie de dire, en effet, à tous ceux qui brandissent le respect des valeurs républicaines, formule notoirement vague, quand même, que le pluralisme des idées est au fondement même des démocraties. Toujours ta fichue tendance à exagérer. J'aimerais bien, vois-tu, mais imaginez un seul instant qu'au nom de ces fameuses valeurs, on est, en 1981, tenté d'orchestrer un refus de l'alternance politique au profit des socialo-communistes. Cela aurait constitué inévitablement un déni de démocratie et aurait justifié une forme légitime de résistance populaire. La démocratie, c'est le régime de tous les possibles, parce que c'est le régime de la souveraineté populaire. Bien sûr, les limites posées à cette liberté politique sont fondamentales, mais elles sont en vérité en petit nombre. Toute limite supplémentaire relève d'une tentative de biaiser la conversation publique et de dévitaliser le pluralisme politique. Ces conditions, quelles sont-elles? J'en vois pour ma part et pour l'essentiel 6. Premièrement, toute démocratie est nationale, car l'exercice de la démocratie suppose l'existence des attributs mêmes de la souveraineté. En ce sens, souveraineté populaire et souveraineté nationale sont indissociables. Conséquence très pratique, tout transfert de souveraineté, même validé par une majorité, a forcément pour résultat une amputation démocratique. Deuxièmement, en démocratie, on ne peut pas remettre en cause le principe d'élections libres et pluralistes, quand bien même une force politique majoritaire serait d'accord pour cela. Plus largement, en démocratie, nul ne peut agir en contradiction avec les mécanismes institutionnels posés par la Constitution, et sauf à modifier cette dernière dans les formes prévues par cette même Constitution. En outre, la forme suprême de toute expression démocratique est toujours le référendum. Et nulle loi
nul traité ne peut contrevenir au choix souverain du peuple formulé par référendum. En démocratie, par ailleurs, les citoyens ne se reconnaissent qu'une seule loi, la loi commune de la République. En corollaire, il n'est pas possible en démocratie de remettre en cause l'égalité des citoyens devant la loi, et ce, quel qu'en soit le motif. Et c'est bien pourquoi tout régime de ségrégation légale est incompatible par nature avec la démocratie. On ne distingue pas, jamais, parmi les nationaux, qui, à leur majorité, deviennent des citoyens. Enfin, en démocratie, on ne peut pas attenter à quelques droits fondamentaux des individus, quand bien même, là encore, une majorité d'électeurs y serait favorable. Liberté de disposer librement de sa propre personne, liberté d'expression, liberté de conscience, de réunion, droit à un procès équitable en cas de contentieux, et puis garantie du droit de propriété. Enlever un seul de ces droits, et vous n'êtes plus en démocratie, mais dans un régime où l'arbitraire, même déguisé sous le joli nom de souveraineté populaire, sévit et peut vous nuire très directement et très concrètement. Alors à partir de ces quelques conditions qui, j'insiste là-dessus, sont les seules fondamentales à l'existence d'une démocratie viable, on peut tenter de discerner les discours qui seraient véritablement des discours extrémistes. D'abord et de toute évidence, les discours qui appellent à un régime autoritaire, par lequel les pouvoirs se trouveraient concentrés dans les mains d'un homme, d'une femme, ou d'un parti. Bon, alors franchement, je ne vois pas beaucoup de partis en fait à incriminer sur ce point. Tout le monde a intégré la séparation des pouvoirs et les risques de dictature associés à une victoire du RN sont une vaste blague. Je me demande par contre si, dans cette catégorie, nous n'aurions pas intérêt à nous méfier d'une forme d'écofascisme. En gros, ceux qui sont prêts à tout, dont on a l'impression qu'ils sont prêts à tout pour sauver la planète. Je me demande aussi, parfois, si la tactique de bordélisation mélenchoniste ne viserait pas à encourager une prise de pouvoir à la faveur d'un chaos politique et social. Et évidemment, on pourrait citer dans cette catégorie aussi l'islamisme, qui, quand il sévit sur la planète, rêve plutôt de théocratie que de démocratie. Alors, deuxième type de discours susceptible d'être une menace pour la démocratie, les discours qui appellent à la ségrégation, soit la mise en place, je le rappelle, de traitements différenciés des citoyens. Par exemple, soyons très concrets, un discours qui appellerait à appliquer un régime particulier pour les citoyens juifs, chrétiens ou musulmans. Ou un discours raciste qui, prônant la hiérarchie des races, réclamerait une suprématie légale d'une race sur une ou plusieurs autres en France. Alors, séquence touchy, désolé, mais je ne vois pas non plus de parti ayant quelque importance à incriminer sur ce terrain-là. Vous devinez facilement par contre qu'on cherche en permanence à faire passer le thème de la régulation de l'immigration pour une prévention d'un risque de ségrégation. Or, quand bien même l'immigration serait réduite à zéro, ou à peu près, comme au Japon par exemple, cela ne signifierait nullement qu'un Français musulman, par exemple, serait cloué au pilori. C'est pourtant ce qu'on essaye de nous faire croire. On croit donc faire barrage au racisme, alors qu'en fait on fait barrage à un changement de politique publique. Alors vous aurez deviné aussi qu'on cherche à faire passer, en fait, des préférences culturelles pour des idéologies racistes. Que des partis ou des électeurs militent pour que domine et prospère en France la culture française n'a absolument rien de raciste. Cette posture, en fait, elle assume parfaitement d'ailleurs que cette culture française soit portée et incarnée aussi bien par des Français de souche que par des Français de branche. En fait, on ne peut pas être à la fois assimilationniste et raciste, contrairement à ce qu'affirme le wokisme un peu délirant importé des campus américains.
Les nazis, je préfère le rappeler, ne cherchaient pas à assimiler, ils cherchaient à trier et à éliminer. Que vous fassiez l'effort de vivre à Berlin comme les Berlinois, pour reprendre la formule « à Rome vit comme les Romains », donc que vous fassiez cet effort ou pas, votre sort en Allemagne était scellé d'avance. Bon, et puis maintenant, séquence ultra-vérité aussi, parce que je commence à en avoir plein le dos. Je voudrais dire que ouais, il y a du racisme en France. Ouais, il y a du racisme en France, comme il y en a partout ailleurs. Il y en a même en vérité bien moins qu'ailleurs. Et ce qui le démontre le mieux, je vais vous dire, c'est l'existence même de flux migratoires massifs, qu'il est interdit de remettre en cause, sans passer d'ailleurs pour le dernier des fachos dans ce pays. Je ne crois pas que des milliers et des milliers de gens étaient désireux de rejoindre l'Allemagne nazie. Non. Alors que des racistes minoritaires viennent à libérer leurs paroles, avec le triomphe de partis anti-immigration est probable. Mais comme il est aisé pour un communiste de se sentir pousser des ailes quand arrive au pouvoir un parti socialisant, ça ne signifierait évidemment pas que le communisme révolutionnaire est au pouvoir. L'histoire l'a d'ailleurs largement démontré. En revanche, on saurait empêcher un parti socialiste d'accéder au pouvoir sous le prétexte que, au sein de son vaste courant d'idées, certains affichent une hostilité au régime de propriété privée et d'économie de marché. Voilà. Donc, il est temps de réapprendre à débattre et à considérer la plupart des opinions, des courants de pensée comme légitimes en démocratie. Alors, vous voyez, des discours qui porteraient, qui encourageraient des logiques ségrégationnistes seraient vraiment antidémocratiques et mériteraient bien sûr toute notre vigilance. Mais dans le même ordre d'idées, on a aussi les idées qui poussent à l'auto-ségrégation. Ce sont également des discours extrémistes. Ce sont des discours qui poussent au séparatisme. Relèvent évidemment de cette catégorie les promoteurs de la substitution de la charia aux lois de la République en France. Bon, alors là, pour le coup, on a affaire à un véritable extrémisme. Celui-là, il existe, il est tangible. Et là, alors là, la mansuétude, la complaisance des partis de gauche contemporains vis-à-vis de l'islamisme relève bien d'un extrémisme. Puisque cette complaisance, elle fait prospérer un islam conquérant, dangereux pour notre démocratie. Je ne sache pas en effet que la devise républicaine soit particulièrement celle portée par l'islam politique. Mais dans un pays où, au plus haut niveau de l'État, on peut affirmer qu'il n'y a aucune contradiction entre le féminisme et le voile islamique, on comprend mieux, je pense, pourquoi cet extrémisme-là, beaucoup plus réel que d'autres, se trouve en réalité si peu combattu. Alors, eu égard aux conditions que nous avons posées pour l'existence d'une véritable démocratie, serait également extrémiste. Tout discours d'inspiration socialiste ou communiste qui appellerait à la suppression ou à la limitation drastique du droit de propriété. Idem bien sûr pour les discours anarchistes ou anarchisants qui luttent contre l'existence même de l'État républicain. Alors si à titre personnel, je souris toujours un peu quand même, quand j'entends des socialistes se plaindre du libéralisme en France, alors que nous détenons le triste record du taux d'imposition et l'un des systèmes de protection sociale les plus généreux au monde. Je reconnais aussi que c'est contre cet extrémisme, vieux comme le 19e siècle, la grande peur des partageux, en particulier par les milieux d'affaires. Donc c'est contre cet extrémisme qu'une certaine doxa économique a été gravée dans le marbre des traités communautaires. Il en va finalement de l'économie comme des politiques d'immigration, enfin de lutter contre des extrémismes pour empêcher tout changement de politique publique. Oui, l'arnaque marche aussi dans les deux sens. Au départ, on vise à préserver l'économie de marché et toute dérive à la communiste. Et puis à l'arrivée, on ne peut plus faire varier la politique monétaire ou changer la politique commerciale. Vous en avez marre du libre-échange avec la terre entière? Eh bien, allez vous faire voir chez les Grecs. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. Et tant pis, si d'autres démocraties pratiquent de leur côté un protectionnisme féroce. Pas l'air de leur poser problème.
Alors au chapitre de ce qui peut être jugé comme extrémiste en démocratie, bien sûr, les discours prônant la désobéissance civile face à la loi commune démocratique, et bien sûr ceux qui encouragent un activisme violent. Pourquoi? Car en démocratie, le changement politique est censé s'opérer par le référendum et par l'alternance gouvernementale, jamais par des coups de force. De ce point de vue, le zadisme écologiste est un extrémisme. Cela n'enlève absolument en rien le droit de militer pour telle ou telle cause, en manifestant, en pétitionnant, que sais-je, mais dans le respect de la loi républicaine. Autrement, si chacun commence à faire son marché et à trier entre ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas, on joue clairement l'individualisme militant contre la démocratie. Extrémistes, enfin, du point de vue des discours toujours, ceux qui encourageraient ou encouragent le transfert de souveraineté de la nation vers des entités supranationales. Je l'ai déjà mentionné, pas de démocratie sans nation. Et pour une raison très simple, à quoi ça sert de voter si les décisions qui concernent la France et les Français ne se prennent pas très essentiellement en France? Cet extrémisme-là est extrêmement dangereux. D'abord, parce que c'est finalement celui qui est le plus réel. Ces 40 dernières années, la souveraineté française a été littéralement vendue à la découpe, au nom du projet européen. Projet qui se définit comme, je prends la formule dans les traités, une union sans cesse plus étroite, donc qui appelle toujours de nouveaux transferts de compétences et de souveraineté. Il est extrémiste aussi parce qu'il s'est affirmé contre le suffrage populaire, donc en violation flagrante d'un des principes que j'ai pu expliquer, un des principes fondamentaux de la démocratie, à savoir qu'aucune loi, aucun traité ne peut violer le résultat d'un référendum. C'est bien pourtant ce qui a été fait. Oui, le suffrage populaire du 29 mai 2005 a été annulé par le traité de Lisbonne et ce fut une décision des représentants du peuple. Enfin, et c'est un peu une dinguerie, mais en même temps c'est très fort et ça dit quelque chose de notre époque, vraiment, qui procède toujours par retournement et par travestissement de la vérité. Cet extrémisme, il triomphe sous nos yeux en prétendant lutter contre un pseudo-extrémisme qu'il appelle, tenez-vous bien, le souverainisme. Pourtant, qualifier le souverainisme d'extrémisme à combattre ne résiste pas en fait à une analyse même sommaire. Car en fait, soit on dénonce par là comme extrême en fait une situation que vivent la plupart des autres démocraties, les démocraties non européennes, qui sont souveraines, mais on dénonce aussi la situation des démocraties européennes avant les transferts de souveraineté. Tiens, la France n'était pas une démocratie en 1970, expliquez-nous ça, on vous écoute. Voilà quoi. Soit on confond, ou on feint de confondre en fait la souveraineté avec un véritable extrémisme qui est quoi? Qui est la recherche de l'autarcie. Ouin, la France ne peut pas se replier sur elle-même. Ouin, on a besoin des autres. C'est quand même difficile de comprendre dans quel cerveau malade on a pu confondre la souveraineté et l'autarcie. Comme si une France souveraine, en fait, ne pouvait pas être guidée par un grand dessein pour l'Europe et l'humanité. Voilà, mais bon, dans le grand discours structurant de l'ouverture et de la fermeture, en fait, il y a énormément de bêtises. Et c'est à désespérer. Je poursuis cette analyse sur l'extrémisme dont on nous rabat les oreilles par ma troisième et dernière partie, qui sera plus rapide. Car l'extrémisme, en fait, c'est un autre point de vue, peut s'entendre comme une forme de mise en accusation d'une certaine démagogie. Par dénonciation de l'extrémisme, en fait, ce qu'on veut dénoncer, c'est de la démagogie. Et la démagogie, en effet, c'est un mal récurrent, presque structurel, des démocraties. C'était déjà le cas sous la Grèce antique, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que nos démocraties soient exemptes de démagogie. En gros, il s'agit d'accuser certaines oppositions de dire ce que beaucoup de citoyens veulent entendre, sans apporter de réponse pertinente ou viable. Alors il est vrai de ce point de vue
qu'aussi bien à gauche qu'à droite, ceux qui se présentent comme des alternatives, et qui sont souvent brocardés pour ça, donnent une fâcheuse impression de ne pas assez travailler. Aucun parti politique, en fait, ne devrait être déstabilisé par une dissolution surprise et par l'arrivée imminente d'élections, parce que la fonction programmatique, en fait, ça fait partie de la raison d'être d'un parti politique. Alors, et un programme, ça peut pas non plus être un catalogue de mesures, hein, toutes faites. Les orientations et les inspirations philosophiques et intellectuelles comptent tout autant, car elles donnent une idée de ce qu'une nouvelle équipe dirigeante pourrait faire face aux circonstances. Alors, le problème est cependant plus complexe qu'il n'y paraît quand on est sur le terrain de la démagogie. Il est difficile, en effet, aujourd'hui, dans notre situation, hein, d'opposer des gouvernements sérieux et responsables à des oppositions sottes et démagogues. Et pour deux raisons. D'abord parce que le bilan des gouvernements successifs est relativement lamentable. Niveau scolaire, endettement, niveau de vie des Français, et j'en passe, enfin tout ça est bien documenté. Donc, en fait, je pense même sincèrement que beaucoup de Français se mettent à penser que n'importe qui ferait pareil ou mieux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu une course au casting permanente, parce qu'en fait, quand il n'y a plus de fond, en fait, on regarde uniquement les acteurs. Ensuite, parce que ces gouvernements, en fait, ils ne se contentent pas de mépriser les solutions proposées par les oppositions. Sur tout un tas de sujets, en fait, ils n'en proposent même pas. Car en fait, ils en dénigrent l'existence. En gros, vous avez tort de penser que l'immigration de peuplement, le libre-échange, la mondialisation des capitaux, le pédagogisme scolaire, le multiculturalisme, vous avez tort de penser que c'est des problèmes. Vous devriez vous en réjouir. C'est bien. Alors on est moins dans le registre finalement du « laissez-nous faire, vous n'êtes pas sérieux » que dans celui du « circuler, il n'y a rien à voir, braves gens ». Hein, il y a peut-être un mépris de classe finalement derrière tout ça. En tout cas, ouais, moi tout cela me fait comprendre qu'en réalité, le populisme en Occident, c'est jamais... C'est pas vraiment une démagogie en fait, oui. C'est surtout une réponse à un élitisme violent. Comme l'était finalement au XIXe siècle l'éclosion du socialisme révolutionnaire face à un ordre bourgeois non moins violent avec les classes laborieuses. À présent, très chers compatriotes, je voudrais vous livrer ma conclusion de ces quelques réflexions sur l'extrémisme, ses fantasmes et ses réalités. Je ne suis pas loin de penser, en tant que citoyen français ordinaire qui réfléchit un peu à sa mesure à la situation, parce qu'il faut bien essayer de comprendre ce qui nous arrive, que ce qui se passe ressort du registre de la dérédiction. On dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi, en gros. Les élites dirigeantes, aidées des cercles de pensée les plus influents, ont orchestré, semble-t-il, une sorte de fuite en avant mortifère. Plus d'Europe, plus de finances, plus de déficit budgétaire, plus de libre-échange, plus d'immigration. Et j'en passe. Leur programme, ces 40 dernières années, a un mot, en fait, qui résume tous nos mots, MAUX. Plus. Plus. Dans la réalité quotidienne des Français, en revanche, c'est moins. Moins. Moins d'utilité à voter, moins d'industrie, moins de surface agricole et d'agriculteurs, moins de services publics, moins de sécurité, moins de cohésion nationale. Et j'en passe. Moins. Face à cet extrémisme, le simple bon sens appellerait à un coup d'arrêt. Juste un coup d'arrêt. Mais n'y songez même pas. Car cet extrémisme, en fait, c'est un catéchisme. Il se part des oripeaux du bien et du vrai, et toute tentative de le mettre en cause, sérieusement, butera contre sa propension à agiter des épouvantails. En sorte que, non seulement tout sera fait pour continuer sur nos mauvais rails, et c'est tragique, mais tout est déjà fait pour que même une alternance politique ne puisse pas sérieusement changer la donne. Car au fil du temps, ce que l'on appelle l'état de droit n'a plus rien à voir avec la défense des droits dont j'ai parlé dans cette vidéo et qui font partie de la démocratie. L'état de droit aujourd'hui, c'est la remise au goût du jour des parlements d'Ancien Régime, mais sans les lits de justice. Et ces nouveaux parlements, toutes ces cours de justice,
nous l'ont fait savoir encore cette année, et voici en substance ce qu'elles nous disent. Changez donc ce qu'il vous plaira, vos gouvernants comme vos lois, référendum ou pas, par nous et grâce à nous, tout continuera.